Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Festival Atmosphère pour cette 14e belle édition. Pour cette nouvelle conférence, on va ensemble se poser une question qui est la suivante. Sommes-nous tous égaux face à la transition écologique? Je voulais juste vous partager un premier chiffre, 67%. 67% des Français sont prêts à accepter des changements importants dans leur mode de vie à condition que ces derniers soient partagés de façon juste. Pour permettre la mise en place d'un modèle de développement résilient et durable qu'on sait aujourd'hui nécessaire, les chantiers sont immenses et multiples. Notamment, ça demandera de tenir compte de la rénovation immobilière, d'une mobilité propre, d'une alimentation durable, de la mutation des emplois et également de la résilience énergétique, par exemple. Mais certaines mesures aujourd'hui, notamment d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique, peuvent accroître les inégalités, et ce de différents ordres, qu'elles soient économiques, sociales ou encore de genre. Et on le sait aujourd'hui qu'il est nécessaire, essentiel, d'embarquer tout le monde en veillant à préserver une forme d'équité, en veillant à encourager les solidarités et puis également à ne pas pénaliser les plus vulnérables. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on entend de plus en plus la formule « il n'y aura pas de transition environnementale sans justice sociale ». C'est donc ce sujet qui va nous occuper pour cette dernière conférence. Et pour en parler à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Solange Martin, qui est sociologue à l'ADEME, Yann Fradin, qui est cofondateur de l'association Espace et également vice-président d'Emmaüs France, et enfin Henri Dusselier, qui est chef d'entreprise et signataire de la tribune Fier de payer plus. Je vous demande de les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Bonjour à tous les trois. Alors, venez, installez-vous juste le temps que vous vous installiez. J'ai omis de vous apporter une précision. Dans le programme, il était mentionné que Marie-Alette Grard d'ATD Carmonde serait avec nous. Malheureusement, elle est souffrante. On a la chance d'avoir Yann Fradin qui a accepté notre invitation tardive. Et merci encore, Yann, pour cela. Pour démarrer, je vous propose un rapide tour de table. J'aimerais vous laisser la parole. Quand on parle justement de transition socialement juste, quelle définition vous en faites, vous, personnellement? Qu'est-ce que ça vous inspire en une phrase? Je vais vous laisser prendre chacune et chacun un micro. Quelle définition feriez-vous de la transition socialement juste qui se lance? C'est vraiment pour toutes et tous, et puis vraiment la capacité pour chacune et chacun d'aborder cette transition qui est une transition aussi individuelle dans ses modes de vie, quoi. Alors je dirais qu'une transition juste, c'est déjà une transition. Il n'y a pas plus injuste que de ne pas faire la transition. Et là, dans votre introduction, c'est quelque chose qu'on entend effectivement de plus en plus souvent. Il n'y aura pas de transition sans justice sociale. Maintenant, l'injustice dont serait porteuse la transition sert de discours légitimant l'inaction climatique. C'est un très très mauvais calcul parce que les impacts du changement climatique ils vont peser beaucoup plus sur les plus vulnérables que sur les autres, entre les pays, mais aussi au sein de notre pays. Donc une transition socialement juste, c'est de ne pas oublier de faire la transition. Henri, à vous. Donc, alors moi, je suis ingénieur, et donc en bon ingénieur, j'ai potassé mon truc avant. Et pour être sûr que je reflète bien ma pensée d'hier, je vais vous lire. Une transition juste, pour moi, c'est une implication de chacun, individu, entreprise et État, dans la transition qui soit équitable, un synonyme pour moi. C'est-à-dire qui soit conforme aux principes de justice reconnus et établis par la communauté comme ce qui est moralement bien. Si vous m'autorisez une deuxième phrase, l'équité touche à ce qui est juste dans un sens comparatif, ce qui met en exergue les relations entre les différents individus et leur positionnement relatif. Et donc en ce sens, elle est très différente de l'égalité. Merci à tous les trois pour ces définitions très complètes qui nous permettent maintenant de rentrer dans le vif du sujet. On va démarrer avec vous, Solange. Avec l'ADEME, vous portez ce sujet de la transition juste. Vous défendez le fait qu'elle concerne et les entreprises, mais également les ménages, et aussi qu'elle s'inscrit au travers de 3 logiques que je vais vous donner. Donc la première, c'est d'accompagner la transition des activités brunes, prendre en compte les vulnérabilités en impliquant au maximum l'ensemble des parties prenantes. On va commencer par parler des entreprises. Vous dites que la transition juste, c'est à l'origine des questions d'emploi des énergies brunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et développer?
Tout à fait. Alors, pour la transition juste, l'ADEME a récemment publié un avis sur la question. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est tout à fait en accès libre sur le site de l'ADEME. La transition juste, c'est pas ce que vous et moi considérons comme juste au sein de la transition. La transition juste, c'est une marque déposée, on va dire, c'est une notion qui a une trentaine d'années, qui est inscrite dans les traités internationaux, qui est inscrite dans un mécanisme européen qui s'appelle le mécanisme européen de transition juste, etc. Alors, où c'est né tout ça ? C'est né dans les années 90 aux États-Unis, dans le syndicalisme. Le président des industries chimiques et énergétiques des États-Unis, Tony Mazzocchi, qui a dit « Ok pour la transition, mais je veux un fonds pour permettre aux salariés qui vont être, dont l'emploi va être mis en péril par les régulations environnementales de bénéficier d'un soutien spécifique ». Donc c'est de là d'où ça vient, la transition juste. Ça a été repris après par la Confédération internationale des syndicats, la Confédération européenne des syndicats. Ça a été travaillé par l'Organisation internationale du travail aussi. Donc vraiment cette question de faire en sorte, et ça a été repris par la déclaration de Silésie de la COP 24, où l'idée c'est que tous les territoires qui sont très dépendants des fossiles, les activités, les secteurs et les salariés, bénéficient d'un accompagnement spécifique. Mais on ne peut pas s'arrêter là parce qu'il n'y a pas que les activités brunes qu'il faut accompagner vers du vert, voire vers de la cessation parfois d'activité. Il y a aussi l'ensemble de la société qui est impactée par les politiques climatiques et par la transition. Donc il faut aussi faire attention aux vulnérabilités de tous ordres, on y verra après, puis faire ça de la façon la plus démocratique possible. Donc en impliquant les parties prenantes, ça vient des syndicats, donc le dialogue social, ce n'était pas une option pour eux, et puis également les citoyens, le grand public. Je me permets de rester sur le volet entreprise et de vous donner la parole. Yann, j'évoquais que vous êtes fondateur de l'association Espace, qui œuvre à l'insertion sociale et également professionnelle par les métiers de l'environnement en ville. La transition socialement juste par l'emploi, c'est aussi ça. Est-ce que c'est aussi ça, accompagner les personnes éloignées de l'emploi tout en tenant compte justement des métiers de la transition écologique ? Oui, tout à fait. Alors, juste peut-être revenir sur les termes. On a eu environnement, puis on a eu développement durable, puis maintenant on a transition écologique, on parle de bifurcation. À chaque fois, on tourne autour du mot, mais on ne parle jamais d'écologie, ou très peu. Or, le terme qui parle, en fait, c'est vraiment beaucoup l'écologie. Et pour les personnes qui sont éloignées du sujet, qu'elles soient socialement défavorisées ou pas, c'est vrai que la transition écologique, c'est quand même un truc un peu complexe, un peu techno. Et on le voit tous les jours, puisque nous, par exemple, on travaille notamment avec France Travail, donc sur l'orientation de l'accompagnement de personnes en difficulté. Et quand on parle d'écologie, ils nous envoient des gens qui ont envie de se rapprocher de la nature, du vivant. Quand on parle de transition écologique, on est dans le domaine de l'ingénierie, des ingénieurs, du solaire, tout un enjeu, et qui forcément sont des métiers qui nécessitent de grandes capacités d'études, d'avoir fait des études. Donc là, on a aussi une question de sémantique, et c'est un des éléments, je pense, et nous pensons très très fort sur ce sujet, j'y reviendrai après. Et puis sur la question, donc une fois qu'on a dit ça, c'est que la question quand on travaille sur l'insertion, très souvent, quand on a démarré Espace il y a 30 ans, un certain nombre de gens nous disaient « mais pourquoi vous faites du bio ? Pourquoi vous êtes sur la nature ?» À l'époque, on n'utilisait pas de pesticides, ce qui était un truc complètement hallucinant pour 80% des personnes, etc., des techniciens, des professionnels. Et moi, j'ai toujours eu pour réponse, et je leur dis toujours aux salariés, femmes et hommes avec qui on travaille, qui travaillent avec nous, c'est leur dire vous êtes, et nous sommes, mais vous êtes d'abord des pionniers, des pionnières. C'est-à-dire que vous inventez le monde de demain. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut se dire, et c'est ce qui donne espoir, ce qui donne envie, c'est qu'on invente le monde de demain. Et c'est une richesse extraordinaire de permettre à des personnes, à tout un chacun, et notamment des personnes qui sont exclues du monde du travail, en fait, elles sont les premières. C'est elles qui ont fait, et aujourd'hui, par exemple, des jardiniers à Courbevoie ou ailleurs qui sont passés par Espace, entre autres, ils avaient déjà, depuis 5 ans, 10 ans, expérimenté déjà ces questions de la gestion écologique, de la gestion naturelle, du maraîchage en ville, etc. Et donc, du coup, on sort de l'exclusion par l'avant, et ils et elles nous montrent le chemin. C'est-à-dire
c'est-à-dire tous les jours dans les jardins partagés à Courbevoie, par exemple, on a des salariés, des éco-animateurs et éco-animatrices qui viennent travailler, expliquer et qui ont étudié un tout petit peu avant, ont pris un peu de temps d'avance. Alors les jardiniers, jardinières, je ne sais pas s'il y en a ici, mais sont déjà super en avance aussi. Mais voilà, prennent voilà, un peu de temps d'avance sur nous toutes et tous. Deuxième logique, pour revenir à ce que je disais en introduction, concerne donc celles et ceux qui sont les plus vulnérables, et notamment, quand on parle de transition écologique, je pense évidemment aux plus pauvres. Comment est-ce que le dérèglement climatique affecte-t-il justement les populations les plus vulnérables, et en quoi est-ce qu'il peut exacerber les inégalités sociales, mais également environnementales ? Alors, il y a quasiment une triple peine pour les populations les plus précaires, c'est-à-dire que elles ont peu de moyens de s'adapter au changement climatique en matière d'investissement, par exemple. Donc, elles vont évidemment pas mettre la clim, ce qui est une maladaptation, je le rappelle. Mais s'acheter un ventilateur, partir en vacances dans une maison de campagne pour fuir les îlots de chaleur urbaine. Elles sont souvent dans des zones extrêmement denses et ça favorise aussi les îlots de chaleur urbains. Donc, voilà, elles ont une capacité d'adaptation aux impacts du changement climatique plus important. Par ailleurs, ce n'est pas qu'une question de revenus, c'est aussi une question de genre. Et les femmes, en l'occurrence, à âge égal, meurent plus lors des canicules que les hommes. Donc il y a aussi une petite question de genre. Mais ils sont aussi plus vulnérables aux politiques même d'atténuation du changement climatique. Et parce que, pour une raison très simple, qui est que ces politiques, il y a un moment, il faut faire en sorte que le carbone et les effets, on va dire les effets secondaires, les externalités environnementales négatives, disent les économistes, soient payés par ceux qui utilisent ce carbone. Ça veut dire qu'il faut renchérir le prix du carbone par quelque moyen que ce soit, c'est-à-dire que ce soit une taxe carbone, que ce soit un mécanisme carbone aux frontières, que ce soit des normes d'émission, tout ça, ça a le même résultat à la fin. Ça fait que les choses valent plus cher. Or, si le carbone vaut plus cher, pour dissuader et faire en sorte que les alternatives soient compétitives par rapport à celles qui sont très carbonées, les riches, en gros, pour dire les choses rapidement, vont payer plus en valeur absolue parce qu'ils consomment plus, mais en valeur relative du budget, ils vont consommer, ça va peser beaucoup moins que pour les plus pauvres. Et ça va aussi être pour les populations les plus vulnérables en concurrence avec le fait de se nourrir, de se soigner, d'avoir peut-être un tout petit peu de loisirs. Donc il y a une double peine à ce niveau-là. Puis on va dire que la triple peine, c'est qu'en plus ces populations sont les moins responsables historiquement du changement climatique puisqu'elles elles émettent moins que les catégories supérieures. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et autre question de genre, aussi en matière d'atténuation, des études ont montré que les femmes ressentent le froid plus que les hommes. Donc si on fait des mesures de sobriété, ce qui est important et ce qui est inévitable, mais 19 degrés pour les hommes, c'est 17 degrés de perçu pour les femmes. Donc il y a aussi des questions de vulnérabilité de genre. Et puis on a les territoires ruraux très éloignés des centres urbains et donc des services urbains qui sont très dépendants de la voiture individuelle. Et c'est aussi ce qui a expliqué, ou les périurbains lointains, c'est aussi ce qui a expliqué la crise des Gilets jaunes. Donc voilà, il y a beaucoup de différentes vulnérabilités à prendre en compte, territoriales, genrées aussi, et socio-économiques, on va dire. Quand on a échangé ensemble au téléphone il y a quelques jours, vous m'avez dit il ne faut pas restreindre la question de la transition juste à la question sociale et pas la question sociale à la question des plus démunis. Est-ce que je peux juste vous laisser compléter ? Oui, alors je vais compléter. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, qui est que la justice, c'est pas nécessairement l'égalité. Oui, tout à fait, ça remonte à la philosophie antique. Aristote, c'est une distinction entre justice commutative et distributive. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on donne pareil à tout le monde, en fait, il y en a qui ont besoin de plus et d'autres qui ont besoin de moins. Donc des fois, l'inégalité est ce qui est juste. Et en l'occurrence, la justice est une notion complexe. Et oui, on a un problème de plus démunis. Donc il y a 10,8% des ménages français
et de ceux qui sont dans les 3 premiers déciles et qui dépensent plus de 8% de leur budget en énergie, donc qui sont en situation de précarité énergétique. Ça fait beaucoup. Il ne s'agit pas qu'ils soient plus nombreux, parce que c'est très compliqué d'être en situation de précarité énergétique. Ça a des conséquences sur l'état de votre logement, sur votre santé, sur votre vie sociale, sur l'inclusion aussi dans la vie sociale et aussi sur les enfants. Enfin bon, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut augmenter, loin de là. Mais on a aussi une question d'appauvrissement de la population générale et une question aussi de tassement vers le bas, on va dire, donc de sentiment de déclassement des catégories moyennes, intermédiaires. Et la justice, c'est aussi, on connaît bien ça en sociologie, les écarts. C'est-à-dire qu'on considère également que c'est pas forcément juste que moi j'ai la même chose que mon voisin et que la stratification sociale, elle s'explique depuis fort longtemps par le fait que chaque groupe social ait envie de se distinguer du groupe directement inférieur à lui et d'adopter les modes de vie du groupe directement supérieur. Donc si vous vous retrouvez tous tassés vers le bas, vous n'allez pas être content du tout. C'est un peu ce qu'on observe à l'heure actuelle. Et peut-être, pour finir, les derniers chiffres du nombre de la proportion des Français qui sont payés au SMIC sont passés de 12% à 17,5% entre 2021 et 2023. Autant vous dire que la partie des Français qui maintenant se retrouvent au SMIC, ils ne sont pas du tout contents. Parce que justement, ils sont tassés vers le bas, et on y reviendra après. Ça, ce n'était pas la faute de la transition. Voilà. Juste avant de vous donner la parole, Henri Dussolier, je voulais revenir sur un rapport publié par l'Oxfam. Vous en avez déjà entendu parler, mais je le repose et ça me permettra ensuite de vous poser la question que j'ai envie de vous poser. D'après ce rapport, donc publié par l'Oxfam, les ultra-riches sont les plus grands responsables de la crise climatique à échelle individuelle. Les milliardaires les plus riches, à cause de leurs investissements dans des industries polluantes, émettent 1 million de fois de plus de carbone qu'une personne ordinaire. Autre enseignement, les ultra-riches ont capté la moitié des nouvelles richesses au cours des 10 dernières années et ont maintenant dépassé ce chiffre. Henri Dussolier, vous êtes signataire de la lettre « Fier de payer plus », dans laquelle il est demandé expressément de taxer davantage les plus riches. Pour contextualiser en fait cette lettre, elle a été adressée aux dirigeants mondiaux lors du forum de Davos cette année, en janvier 2024. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous associer à cette démarche ? Alors j'avoue que quand j'ai reçu cette tribune, je me suis dit, ah tiens, je ne savais pas que j'avais gagné au loto et que j'étais devenu un ultra riche. Mais je me suis dit, je vais quand même lire ce qui m'a été transmis. Et j'ai trouvé que la manière dont la tribune était formulée était assez posée, assez juste, n'élevait pas telle ou telle catégorie de personnes contre une autre catégorie, analysait assez correctement que les écarts de richesse entre les différentes catégories de personnes, et ce que vous avez dit, devenaient pas forcément souhaitables pour l'équilibre de nos démocraties, que toutes les infrastructures, les systèmes de santé se dégradaient, et que, alors on pourrait caricaturer un peu ou critiquer un peu en disant en fait ils jouent pour leurs propres intérêts, mais il n'empêche que c'est vrai. Et donc, alors, dernière chose, j'ai trouvé aussi intéressant qu'ils ne présentaient pas les politiques comme des juste avides de pouvoir, et qu'ils les incitaient à être des visionnaires et emmener vers quelque chose de courageux, et donc effectivement oser taxer davantage les riches. Bon, j'ai trouvé ça finalement assez intéressant, et je me suis dit allez, vas-y, signe, et puis de toutes les façons tu seras dans un océan de signatures, et donc voilà. Bon. Est-ce que vous savez combien de personnes en France, alors la tribune a été effectivement transmise aux dirigeants à Davos. Il y a des journalistes français qui sont tombés là-dessus, qui étudient la liste et qui cherchent tous les F pour France. Et donc, combien de personnes ont signé cette tribune en France ? 4. Je me suis retrouvé, je suis un citoyen alors aisé, et c'est pour ça que j'ai signé, parce que je considérais que si je n'étais pas un ultra-riche, j'étais quand même un privilégié.
Mais je me suis retrouvé effectivement seul et ils m'ont vite retrouvé parce que mes activités actuelles, j'ai mon téléphone sur Internet et donc on a discuté. J'ai eu avec quelques journalistes, dont un qui a fait 2 pages dans un hebdomadaire. Et finalement, si je suis ici, c'est peut-être un peu pour ça. Donc, en fait, je souhaitais que cette approche soit mise en avant, ça fait réfléchir, et finalement, je suis heureux de pouvoir en parler. J'aimerais votre avis, parce que quand on a échangé ensemble, évidemment, quand on parle de taxer les riches, il y a le sujet des impôts. Je vous lis une donnée et j'aimerais vous faire réagir. Un impôt allant jusqu'à 5% sur les multimillionnaires et les milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1700 milliards de dollars par an, soit une somme suffisante pour sortir 2 milliards de personnes de la pauvreté. Alors, effectivement, quand on parle d'impôts en France, c'est un sujet un peu délicat, parce que je crois que la France est probablement le pays où la pression fiscale en Europe est la plus importante, où la redistribution est aussi très importante. Et donc, finalement, on a vite tendance à penser qu'on paye déjà assez d'impôts. Il faut aussi noter que l'ensemble des gens qui signent sont plutôt des gens qui sont issus du monde anglo-saxon, où justement la manière de gérer l'impôt est assez différente. Alors, après, ça met le doigt sur à quel endroit on met le seuil, quel pourcentage on met, etc. Et là, c'est un sujet délicat et je ne suis pas sûr qu'il faille forcément poser des seuils parce que c'est indémerdable. À un moment donné, il y a un président qui s'est risqué à dire qu'on était riche en France à partir de 4 000 €. Bon, c'est probablement pas ce que pensent un certain nombre d'autres personnes. Et je crois que c'est plus une réflexion personnelle sur où est mon minimum, qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai gagné, et on y reviendra un petit peu après. Et finalement, ce sont des notions qui... alors ça revient un peu à ma définition, mais qu'est-ce que la communauté va considérer comme juste et comment ensemble on décide qu'on doit effectivement contribuer. Donc, question pas facile. Oui, si on peut faire toujours des calculs. Si tel pourcentage de la population ou de riches donnait X%, ça ferait tant de milliards. Ouais, c'est toujours possible. Mais je crois qu'on perdrait peut-être beaucoup de temps à faire ce genre de calcul et de réflexion. Et il faut plutôt se pencher sur la propension à effectivement redonner ce qu'on a reçu. Et on va le développer après. Oui. Alors, vous êtes par ailleurs impliqué dans certains travaux avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous dites que vous y avez développé et également approfondi certaines notions, pour reprendre une interview que vous avez donnée, qui ont contribué à faire évoluer ce que vous appelez votre vision du système. Est-ce que je peux vous laisser commenter? Alors, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un mouvement d'entrepreneurs ou de cadres qui sont en mesure d'infléchir la stratégie de la société et qui se réunissent régulièrement pour essayer d'aligner leur foi de chrétien avec leur métier de chef d'entreprise. En fait, dans cette réflexion, on utilise beaucoup ce qui s'appelle la pensée sociale chrétienne et dont quelques piliers sont assez intéressants par rapport à la problématique et des plus démunis. Le premier, c'est la dignité de l'homme. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait bouger et j'avais tendance plus jeune à considérer dans l'entreprise par exemple que mes collaborateurs c'était des ressources, ils venaient, ils étaient contents d'être payés et qu'ils allaient faire le job et que voilà, on était là pour bosser et point barre. Bon, c'était avant. C'était un peu avant, oui. Et aujourd'hui je me questionne sur est-ce que le système dans lequel nous sommes, dans lequel j'ai contribué ou que nous avons tous un peu contribué à établir, est-ce qu'il reconnaît la dignité de tous les individus, chacun à titre personnel, quoi. Est-ce que le système sait chacun les reconnaître? Donc la dignité de l'homme est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est la destination universelle des biens. Et qui consiste à considérer que si j'ai pu à un moment donné me retrouver dans une situation où j'ai monté ma boîte, elle a été successful et puis je l'ai vendue,
En fait, c'est parce que j'ai eu un caractère qui m'a permis de ça. J'ai eu la force et le courage de travailler, que j'ai eu une rencontre un jour avec quelqu'un qui est devenu mon associé et qu'à deux, on a fait un super boulot ou d'autres choses. Et donc de réaliser que finalement tout ça, certes, j'y ai mis beaucoup d'énergie, à force du poignet, mais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été données. Et ça m'a été donné. Et est-ce que finalement, je suis en mesure d'éprouver de la joie à redonner de ça et voilà, donc je trouve que c'est un beau pilier dans la pensée sociale chrétienne. Et qui vous guide. Et qui, moi, effectivement, m'inspire dans des choix, même si ça pique un peu. Et ça pique toujours, en fait. C'est toujours un... Et on reviendra justement sur les actions que vous menez aujourd'hui concrètement au quotidien depuis quelque part ce changement de perception. Yann, je le disais, vous êtes également donc vice-président d'Emmaüs France. Il y a 15 jours, vous m'avez confié que vous avez fait votre première convention citoyenne de la transition écologique. C'était quoi les enjeux de cette convention citoyenne ? En fait, on s'est posé la question, donc c'est une convention régionale, expérimentale, et qu'on va dupliquer, on doit faire là, dans la semaine qui vient un débrief de cette convention. Donc l'idée, c'était en Nouvelle-Aquitaine, quand ça réunissait Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire, c'était aux Ateliers du Bocage, si certains connaissent, qui fait de la rénovation d'ordinateurs, de téléphones portables, etc. Et donc près de Cholet, à Mauléon. Et du coup, en fait, on s'est dit comment on aborde cette question-là au sein du mouvement Emmaüs. Alors, je ne sais pas si vous savez, en France, le mouvement Emmaüs, c'est 35 000 personnes, des bénévoles, des compagnes et compagnons, donc qui ont une activité sociale qu'on connaît, dans les boutiques Emmaüs, dans beaucoup de boutiques Emmaüs, et puis des structures d'insertion, et puis des salariés permanents, dont je suis. Et donc on s'est dit comment on aborde cette question de la transition écologique, parce que au niveau d'Emmaüs, on a à la fois une pratique écologique très ancienne, les chiffonniers d'Emmaüs, la récup, le recyclage pour le gros de notre activité. On a aussi des activités comme on mène à espace de type écologique, des fermes qu'on développe de plus en plus. Mais on s'est dit comment est-ce qu'on aborde cette question et qui embarque tout le monde, qui embarque des bénévoles. Les bénévoles, c'est des personnes lambda, comme vous et moi, qui font une activité dans toutes les régions de France. On est très présent dans des régions très reculées, très dans un milieu rural, donc des personnes qui, par exemple, roulent en voiture, beaucoup, qui sont loin des enjeux, je dirais, des métropoles. Je veux dire, le premier magasin bio, il faut le chercher loin. On peut avoir un paysan bio éventuellement, mais etc. Donc des tas de questions qui sont quand même assez loin. Et puis, une problématique qui est très... je ne sais pas si elle est franco-française, mais en tout cas qui est particulièrement forte en France, c'est de fonctionner en silo. Et donc, soit on s'occupe de la pauvreté, soit on s'occupe de l'écologie, soit on s'occupe du sport, soit on s'occupe, etc. Et alors là, il ne faut surtout pas communiquer entre les deux. Déjà, les ministères là-dessus, même si ça bouge un petit peu. Mais ensuite, dans les collectivités locales, c'est pareil. Vous avez un adjoint à la solidarité, vous avez un adjoint à l'environnement, etc., etc. Partout, c'est comme ça. Et donc, du coup, on s'est dit comment on aborde ça et comment on fait, donc avec des personnes qui sont assez... Et plus des personnes, effectivement, qui... et ça, c'est assez intéressant, parce que c'est ressorti dans la convention. Donc, des personnes en situation d'exclusion. Et comme ça, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que voilà, quand on n'a pas grand-chose, on espère d'avoir au-dessus. Oui, je veux dire, on n'a jamais eu de voiture, on espère peut-être un jour avoir une voiture, on n'a jamais eu d'appartement, on espère quand même pouvoir se loger correctement, c'est bien normal, et puis éventuellement manger un peu plus, etc., ou un peu différemment, ou plus carné, par exemple, ou autre. Et puis, on a eu une réflexion qui a été très, très intéressante et que j'avais jamais entendue. Et donc là, il y a un hiatus avec des personnes venant de l'immigration. On a beaucoup de personnes issues de l'immigration. On a un peu deux catégories. Moi, j'étais toujours sur la catégorie, comme nous on travaille sur les métiers de la nature, sur des personnes qui ont encore des racines. On est presque dans le premier exode rural, ça rappelle mon enfance, ou même avant, où on a des personnes qui connaissent, qui ont encore une attache rurale quand ils retournent au pays. Par exemple, pour ceux qui peuvent retourner au pays, ou quand ils arrivent, ils étaient souvent dans des milieux ruraux, etc. Et aujourd'hui, une nouvelle génération très urbaine
de l'immigration et qui sont un peu dans la génération ouvrière du début du 19e siècle, du 20e siècle plutôt, ou fin du 19e, qui disent « Ah non, moi je ne veux pas retourner à la nature, c'est retourner à la pauvreté, au maraîchage, etc. J'en suis sorti, je n'ai pas envie d'y retourner. » Donc du coup, on a vraiment des questions très, très lourdes qui peuvent aussi d'ailleurs être sur un certain nombre de personnes d'origine française sur le territoire, mais on le trouve aussi dans cette interrelation. Et donc du coup, on s'est dit comment on fait pour pas avoir un truc descendant, de dire bah voilà, maintenant on va passer à la transition écologique, donc plus de camions, plus de ceci, plus de cela, on passe au régime végétarien, etc. Vous voyez le travail. Donc c'est un peu la même chose à l'échelle de la France, donc, mais nous dans notre petite société. Et donc on s'est dit comment on va travailler là-dessus. Et donc on a décidé de faire cette convention citoyenne, c'est-à-dire de partir des problématiques de territoire, des personnes, des Emmaüsiens et Emmaüsiennes, et puis d'échanger là-dessus et essayer de voir qu'est-ce qui parle et comment on travaille ce sujet. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu deux temps. Un temps d'abord, qu'est-ce qu'Emmaüs pour vous, pour les personnes qui étaient là, il y avait une trentaine, on était une cinquantaine, mais une trentaine de personnes issues des groupes, plus les autres participants. Et ce qui est sorti, c'est essentiellement Emmaüs, c'est un mouvement de solidarité, c'est un mouvement de lutte contre la pauvreté, d'accompagnement, etc., sur le Caire, etc. Donc, je dirais, on est un peu dans la vision un peu traditionnelle, effectivement, de ce point de vue-là, de ce champ de la lutte contre l'exclusion, pour aller vite. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que l'écologie ? Et là, en fait, on a été un peu scotché, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, avec en fait une grande demande, beaucoup d'idées sur le sujet. Alors des idées à la fois pratiques, mais qui ne sont pas forcément conscientisées, hein, pour beaucoup. Dans le mouvement Emmaüs, faire du réemploi, ce qu'on appelle le réemploi, hein, donc récupérer des choses et les revendre. C'est pas de l'écologie, c'est notre métier de base depuis 70 ans. Donc voilà, c'est pas si c'est de l'écologie, tant mieux, on le fait déjà. Mais après, on peut comme tout optimiser. Mais donc du coup, avec cette conscience très, très, très forte et qui pour moi est un peu ce qu'on entend aujourd'hui ces temps-ci dans les médias en disant en fait les Françaises et les Français, quoi, les citoyens de notre pays et citoyennes sont plus en avance que les politiques. Et là-dessus, on a vraiment senti ça. C'est très bien, on pourrait manger mieux, on pourrait manger autrement, on pourrait circuler autrement qu'avec les camions. Il y a déjà des vélos cargo qui se mettent en place, etc. Donc voilà, vraiment repartir de là et du coup fabriquer sa propre transition écologique à la fois individuellement et à la fois collectivement. Et je pense que c'est vraiment globalement une des solutions. Et je sais que le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, disait que les collectivités locales à l'ouverture sont un des ferments peut-être de ça. Je sais qu'il y a Jacques Macré qui est là, avec qui on a inventé plein de choses à Courbevoie aussi, les jardins partagés et autres. Et donc du coup, je veux dire, c'est vrai que dans la pratique, on peut l'inventer. Et après, il faut faire le lien effectivement avec les strates supérieures pour faire remonter tout ça. Il a été dit tout à l'heure dans la précédente table ronde qu'effectivement les politiques étaient plus promptes à suivre une quantité importante de citoyens qui s'y mettaient. Donc je pense que c'est une bonne voie, effectivement, que chacun bouge et les politiques finiront par suivre. Merci pour ce lien. Comment est-ce qu'on va plus loin, justement, quand on parle de transition juste, et notamment, quels seraient, selon vous, les leviers majeurs, mais également les actions à mener auprès des différents acteurs, que ce soit institutions, territoires, collectivités, on en parlait à l'instant, entreprises, peut-être pour faire évoluer les lois, mais également les pratiques en faveur d'une transition socialement juste? Peut-être un tout petit complément. C'est déjà ni enchanter ni diaboliser la transition. C'est-à-dire qu'on a aussi des questions, outre les pratiques individuelles et les règles collectives, de représentation de ce qu'est la transition et de ce qu'elle, des perdants qu'elle peut occasionner. En l'occurrence, on accuse souvent la transition de détruire des emplois. L'ADEME, dans ses scénarios macroéconomiques d'échelle à horizon 2050,
pour la neutralité carbone montrent que non. En gros, ça crée de l'emploi, notamment dans la rénovation. Donc ça, c'est aussi pour les urbains qui ne veulent pas faire du maraîchage. On sait qu'on a un manque de compétences et qu'on peut freiner aussi la transition parce qu'il n'y a pas assez de compétences et de main-d'œuvre spécialisée ou en face. Donc, on accuse toujours la transition de ça. Il faut remettre les choses à leur place. Il y a un travail qui a été fait par la Fondation pour la Nature et l'Homme et la CFDT sur la filière automobile en 2022, je crois. Et ils étaient aboutis au constat qu'il y aurait éventuellement 10 000 emplois qui seraient supprimés à cause du passage à l'électromobilité, donc aux véhicules électriques, entre 2021 et 2026. Mais, disait-il, c'est à mettre en perspective avec les 100 000 emplois qui ont été perdus la décennie précédente parce qu'il y a eu une restructuration des chaînes de valeur, pour dire les choses autrement, une délocalisation de la production dans des pays à bas coût, et qu'il pourrait y avoir encore 100 000 emplois perdus en France si on continue dans cette marche d'ici 2035. Donc, attention, remettons aussi les choses à leur place. Et tout à l'heure, je vous ai fait un petit clin d'œil en disant voilà, les nouveaux smicards d'aujourd'hui, c'est pas la transition. Non. C'est-à-dire que les revenus et l'évolution des revenus et le fait qu'il y ait une stagnation sur une partie notamment inférieure de l'échelle des revenus ou dans la fonction publique, voire dans la fonction publique dans la partie inférieure des revenus, là c'est voilà pire que tout, mais c'est pas la cause de la transition, c'est la cause de plein d'autres choses. Donc il y a quand même là en termes de représentation à se rappeler que la transition ne doit pas être le bouc émissaire qu'elle est un petit peu à l'heure actuelle, d'évolution et de sacrifices et de difficultés qui ont été créées par plein d'autres évolutions qui n'ont rien à voir avec la transition écologique. Donc c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ça n'est point l'eau qui l'a rempli précédemment. Donc voilà, il y a quand même ça aussi à rappeler, parce qu'on se pose plein de questions. Alors je suis tout à fait pour une transition juste, c'est pas le souci, mais on se pose plein de questions sur la transition. On ne pose pas d'autres transitions du type numérique. On sait que ça va créer plein, l'IA générative peut créer plein de chômage dans les emplois de bureaux notamment et administratifs. Bon, la mondialisation, c'est pas non plus complètement poser ces questions-là à ce moment-là. Voilà, attention à ne pas exiger de la transition qu'elle n'ait que des co-bénéfices pour tous et tout le temps. Sinon, juste on la fait pas. Et il n'y a rien de pire. Donc voilà, se rappeler qu'à chacun son travail aussi, et de temps en temps, il est vrai qu'il y a un antagonisme entre l'efficacité environnementale et la justice sociale dans la transition. Et ça, c'est presque de manière, on va dire, structurelle. Pourquoi ? Parce que si on renchérit le prix du pétrole ou du charbon ou du gaz, c'est-à-dire des fossiles, je vous expliquais que ça allait plus peser sur les plus pauvres, mais c'est nécessaire parce que tant que les comportements vertueux seront plus chers que les comportements pollueurs, il ne faut pas s'étonner que la transition soit vue comme un truc de riche, un luxe, un truc de bobo. Non, il y a un moment, il faut vraiment que les comportements pollueurs payent le prix de leur coût pour que les comportements vertueux soient... Et ça, c'est structurel. Hein, c'est bien de faire des choses dans son coin, mais il y a un moment, si les règles du jeu elles restent comme ça, on ne va pas atteindre les objectifs. Donc sur l'emploi, sur les revenus, tout ça, se rappeler que, attention, il faut sauver le soldat transition qui pourrait commencer à être un peu mal en point pour d'autres raisons, voilà, et ce serait bien dommage. Est-ce que les scénarios de l'ADEME adressent le sujet emploi ? Tout à fait. Peut-être juste pour préciser, pour que ce soit plus lisible pour la salle, donc l'ADEME a fait un exercice de prospective assez inédit qui s'appelle Transition 2050, qui se base en fait sur 4 scénarios de prospective sur des schémas complètement différents et qui adressent le sujet de la neutralité. Comment est-ce qu'on parvient à la neutralité carbone à horizon 2050 sur la base de 4 scénarios, dont un qui est full technologie, l'autre on est sur la frugalité, etc., etc.
Voilà, tout à fait. Le premier, c'est frugalité massive et un peu, comment dire, top-down. Le deuxième, c'est plus la coopération entre régions, tout azimut, mais avec quand même de la frugalité un petit peu quand même. Mais la sobriété, il n'y a pas un scénario qui tient la route sans de la sobriété. Il faut arrêter de penser qu'on pourra continuer dans l'ubris d'hyperconsommation, d'hyperproduction. Le troisième, c'est, on va dire, économie verte. On maximise tous les leviers économiques. Et puis le quatrième, c'est le pari technologique. Donc le quatrième, de temps en temps, il a un peu du mal à atteindre les objectifs. Puis surtout, le problème, c'est qu'il est très risqué. On ne sait pas trop si, notamment, les technologies de captage et de stockage du CO2 vont être efficaces, si elles vont être acceptées aussi, parce que est-ce que vous avez très envie d'être à côté d'une installation qui capte et qui stocke, enfin, une installation de stockage du CO2. Et puis, il y a... Pas juste pour ceux qui sont à côté. Non plus, mais c'est le NIMBY habituel. Mais s'il y a des risques importants, voilà, c'est toujours compliqué. Alors après, il y a sur un certain nombre de sujets, on peut dépasser la question, enfin trouver des moyens de s'entendre. Mais il y a d'autres technologies qui sont aussi poussées à l'heure actuelle dans la géo-ingénierie. C'est extrêmement risqué pour plein de raisons. Ça reste que des intentions pour le moment. C'est important de le rappeler aussi. Oh, il y a des trucs qu'on commence à savoir faire. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait quand on le fait. Donc, on sait faire un truc, mais ça peut avoir plein d'autres conséquences. Et puis, le jour où on met plus de petites particules dans l'atmosphère, on va se prendre un réchauffement extrêmement rapide. Donc, c'est aussi des paris sur l'avenir qui sont pas neutres. Alors que le scénario de sobriété, lui, pour le coup, on sait faire. Il suffit de moins consommer, de produire différemment. Donc, pour répondre à Henri, oui, les scénarios de l'ADEME regardent l'effet sur les revenus. Alors, l'effet sur les revenus, pareil, il est positif en 2050 parce que la facture énergétique, elle baisse et que l'emploi augmente. Donc, c'est ça qui fait que l'effet sur les revenus, il est intéressant. Mais c'est toujours le problème avec les modèles économiques, c'est qu'on réfléchit sur un individu moyen. Et donc, ça invisibilise des différences importantes entre les catégories de personnes et puis entre les entreprises aussi et les territoires. Donc les territoires qui sont effectivement très axés sur l'industrie automobile et le moteur thermique et qui construisent des voitures un peu lourdes, par exemple, ça c'est pas une très très bonne idée d'un point de vue climat écologique. Oui, peut-être qu'il y aura de l'emploi créé ailleurs, mais eux, ils vont perdre beaucoup. Donc c'est cette solidarité qu'il faut organiser. Et je précise juste que si vous voulez consulter ces 4 scénarios, ils sont disponibles. Vous tapez ADEME Transition 2050, vous allez les trouver. Vous vouliez compléter, Yann ? Oui, juste peut-être pour poursuivre sur ces questions d'emploi, il y a un rapport, je ne sais plus d'où est-ce qu'il sort, il y a quelques semaines là, qui a été publié, qui dit qu'il y a 8 millions d'emplois de mémoire qui vont être impactés fortement par la transition écologique, qui vont devoir muter. Et c'est ça vraiment l'enjeu. Et c'est là-dessus qu'à mon avis, il faut qu'on se prépare plus, à la fois individuellement et collectivement. Et bon, c'est vrai, quand on voit par exemple la politique agricole là, telle qu'elle est mise en place aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que on va déjà s'empoisonner tous, etc. Mais on tue les agriculteurs. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est infernal de faire toujours plus de production agricole pour l'exporter à l'autre bout du monde, revenir, etc. Ça ne marchera jamais. Je veux dire, un jour premier coup du canal de Suez qui est bouché et effectivement tout s'écroule. Alors que, bon, par exemple, du maraîchage, de la culture à l'intérieur de la France, même des régions de la France, de l'Europe, etc., a beaucoup plus de chances que, je veux dire, on demanderait à des enfants de 10 ans de nous faire un scénario, ils nous écriraient ça, je veux dire, alors qu'on avance des trucs pas possibles. Et donc, du coup, c'est vraiment collectivement se préparer, travailler à cette transition. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment prendre de l'avance, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, c'est assez intéressant. Donc, on a un programme qui s'appelle Vers les métiers de la transition écologique. On accompagne 160 personnes au chômage par an dans les Hauts-de-Seine et dans l'Île-de-France. Et c'est assez intéressant que les personnes qui arrivent, grosso modo, bon, certaines ont un peu une petite idée, mais la plupart, elles n'ont pas d'idée et finissent un cycle professionnel entre 30 et 60 ans et disent j'ai envie de faire un métier on a tout ça dans nos amis, même nous-mêmes, on est traversé par ça, un métier qui a plus de sens, qui correspond plus aux enjeux de demain.
Quand vous allez voir France Travail et vous dites je cherche un métier qui a plus de sens, ça ne rentre pas, il n'y a pas la case. Donc on ne peut rien faire pour vous. Quand vous allez voir envoyer un CV, je cherche un métier qui a plus de sens, ça n'existe pas. Et donc on voit bien qu'on a tous besoin d'être en transition et de la travailler. Et de l'autre côté, les employeurs là-dessus, qu'ils soient des startups ou des employeurs très classiques, ont besoin de ça. Ils ont besoin de personnes qui sont capables de cette transition, qui ont envie de cette transition, qui ont des petits bouts de la transition. Pour prendre un exemple, une entreprise d'espace vert, quand elle passe au zéro phyto, donc qui est maintenant quasiment fait partout, mais je veux dire, quand tu as quelqu'un qui a déjà travaillé avec du zéro phyto, c'est-à-dire qui voit la nature pousser, qui essaie de la comprendre et travailler avec, évidemment, il est beaucoup plus près que celui qui n'a pas l'habitude de regarder les plantes et on lui a demandé pendant des années de tondre la pelouse vraiment au ras du ras et qu'il n'y a rien qui dépasse, etc., etc. Donc vraiment, aujourd'hui, par exemple, faire du vélo, c'est majeur dans la recherche de boulot. C'était il y a encore quelques temps, avoir un permis de conduire, c'est important et il y a beaucoup de boulot encore par rapport à ça. Aujourd'hui, plein de personnes ne savent pas faire de vélo et donc quand le boulanger vous embauche, vous n'êtes pas capable d'aller livrer le pain à l'autre bout du quartier, etc. ou de n'importe quelle entreprise d'espace vert, logistique, etc. Toutes sont en train de passer à transition vélo et aujourd'hui, c'est des associations de bénévoles qui font des ateliers vélo. Rien n'est organisé. Rien n'est organisé. On nous parle du vélo tous les jours, mais rien n'est organisé pour que tout le monde fasse du vélo, par exemple, donc, etc., etc. J'en reviens à vous, Henri Dusselier. Donc, on l'a compris, il y a eu une forme de chemin vers un éveil écologique qui a initié un changement de vie, presque radical, j'ai envie de dire, si on prend votre vie d'avant. Comment est-ce que vous avez envie d'agir aujourd'hui et comment est-ce que vous avez aussi envie d'agir demain? Est-ce que vous vous projetez déjà sur quelque part, on parlait de sens, d'utilité, d'impact? Alors, en fait, j'étais un peu certains quand ils font la cuisine sont du genre je veux faire une recette et puis je regarde dans mon frigidaire ce que j'ai, je vais acheter ce qui me manque. Et puis d'autres sont je ne veux pas faire une recette, je regarde ce que j'ai dans mon frigidaire et avec ce que j'ai, je fais la recette qui va bien. Et j'étais un peu dans cette approche-là, c'est-à-dire que dans ma vie, à un moment donné, on s'est retrouvé avec différents éléments. Et avec tout ça, j'ai essayé, avec mon épouse, de construire un nouveau mode de vie auquel je pensais donner du sens. Enfin, qui je pense avait du sens pour moi, ou je suis convaincu qu'il avait du sens pour moi. Et donc aujourd'hui, nous faisons vivre un morceau de patrimoine, donc une vieille maison, et en y faisant de la réception, et en faisant venir des particuliers ou des entreprises pour venir travailler. Donc en fait, en gros, on loue du mètre carré, mais nous y avons mis une colonne vertébrale d'écologie intégrale, c'est-à-dire les 3 dimensions de la crise que l'on vit, c'est-à-dire environnementale, on en parle beaucoup, sociale, on en parle un peu, mais également spirituelle. Parce que se reconnecter au vivant, se reconnecter à l'autre, on dit beaucoup en écologie, moins de biens, plus de liens. Bon, ça veut dire quand même réfléchir un peu plus loin que son nombril ou ses tripes, et donc mettre un peu de spiritualité dans sa réflexion. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, alors, je ne sais pas si c'est très juste encore, mais en tout cas, on essaye de faire avancer ce projet et donc apporter notre part à la transition pour transmettre ce qui nous anime, ce qui nous a fait changer, le mode de vie que l'on met en œuvre et de montrer que c'est désirable et possible. Alors après, sur l'aspect juste, je vous entendais tout à l'heure dire tant qu'on n'aura pas changé le fait que telle approche dite soutenable est plus chère qu'une autre pétrolière qui est pas soutenable, on n'arrivera pas. Ce qu'on essaye avec mon épouse, et elle me chatouille pas mal là-dessus, et je lui reconnais ça, c'est qu'en tant que personne qui, effectivement, a peut-être plus aisé que les gens qui sont au SMIC, lorsque j'ai une solution dite soutenable et une qui ne l'est pas, et que la soutenable, elle est plus chère, je me dis, est-ce que moi qui ai les moyens, je peux dire que non, attends, c'est plus cher, raisonnement économique, c'est clair, je dois aller sur ce qui est le moins cher. Et je pense que non. Et quand on a les moyens, je pense qu'on se doit d'aller vers la solution soutenable. Alors après,
la personne qui a plus de difficultés sur l'aspect financier, oui, il faut apporter des aides, mais des personnes qui ont les moyens, je me dis, il y a un bon sujet, une bonne réflexion là-dessus. Je reviens à la tribune que vous avez signée. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une personne riche ou ultra riche qui n'a pas eu quelque part ce déclic, le chemin que vous avez fait personnellement, pour le convaincre quelque part des bienfaits et de la nécessité de la transition socialement juste? Alors là-dessus, il y a déjà une première chose, c'est que je crois que nous réagissons tous à des leviers ou des moteurs différents. Donc là, je vais vous en proposer un, que chacun d'ailleurs vous pourrez faire, mais je ne prétends pas que ce soit quelque chose qui vous mette vous en mouvement. Mais une proposition serait de prendre un temps, de vous arrêter, de vous mettre à un endroit où vous pourrez admirer la nature et de vous émerveiller. Et de vous émerveiller aussi, non seulement sur la nature, mais également sur ce que vous avez fait et mis en œuvre jusque-là, toutes vos réalisations. Parce que si vous êtes quelqu'un d'ultra riche, a priori, vous avez pu développer plein de choses. Et puis ensuite, de vous rappeler, au travers de votre vie passée, tout ce qui, comment ça s'est passé, tout ça. Et quelles sont les personnes qui vous ont aidé, quelles sont les qualités que vous avez pu mettre en œuvre, en quoi votre entourage a contribué, et vous mettre dans une attitude de gratitude par rapport à tout ça. Et du coup, je crois que ça décentre un peu chacun, et ça peut vous amener à avoir une attitude, prendre de l'altitude, mais avoir une attitude un peu plus altruiste, un peu plus tournée vers l'autre, parce que je crois que face à la crise, là, ça va être du collectif qui va être important, de l'attention aux autres, et notamment quand on a les moyens, de mettre ces moyens au service, hein, et de ne pas considérer que l'argent est une finalité, mais l'argent est un moyen vers une finalité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un super projet, quoi. Tous les enjeux auxquels on est confronté, c'est assez extraordinaire, quoi. Après, effectivement, je pense qu'il y a à dépasser la grosse crainte qu'on peut avoir de ne pas y arriver. Mais bon, voilà, après, on touche à l'espérance. Merci beaucoup, Henri Dussolier. Juste avant de vous laisser la parole, vous allez pouvoir adresser vos questions. Peut-être en résumé, en conclusion de cette table ronde, si je reprends la thématique de notre table ronde, sommes-nous tous égaux face à la transition écologique? Qu'est-ce qui permettrait, je vous laisserai peut-être chacune et chacun donner une grande idée. Comment est-ce qu'on s'assure d'embarquer le plus grand nombre en ne laissant personne sur la route? Je peux essayer de démarrer. Moi, ce que je pense, c'est le collectif. C'est vraiment l'action collective, Henri l'a dit aussi tout à l'heure, mais à la fois on a besoin de lois, de textes qui encadrent, qui donnent, mais surtout les textes qui encadrent, c'est pas pour obliger ceux qui ne vont pas vers la transition, les plus pauvres d'entre nous, parce que comme tu le disais, ils sont déjà à la transition écologique, ils mangent peu, ils se déplacent peu, etc. Donc je veux dire, c'est les gros pollueurs, c'est les riches au sens et les gros pollueurs qu'il faut encadrer par la loi. Or aujourd'hui, on a peut-être tendance à encadrer ceux du bas en disant, bah voilà, on a vu avec le Covid ou d'autres choses, et ceux du haut, il n'y a pas d'encadrement. Donc moi je pense que, et donc du coup après, une fois qu'on en est là, qu'il faut transitionner, il faut faire ces évolutions, c'est dans l'échange, dans le partage, dans l'échange culturel qui est extraordinaire. Par exemple, sur la question de l'eau, on a beaucoup d'atouts, on travaille beaucoup à Espace, par exemple, sur la question de l'eau. On a beaucoup d'atouts en Europe, on a inventé en France les agences de l'eau, des choses de ce type-là, donc de travailler par bassin versant, ça paraît tout bête, mais travailler dans un bassin versant, donc où l'eau coule, c'est une invention française. C'est historiquement la nature qui l'a inventé, mais on l'a traduit après-guerre en France et ça a été répandu dans le monde entier. En tout cas, un certain nombre de pays, sans ça, c'était géré simplement par tuyaux. On n'avait pas l'idée qu'il fallait travailler avec l'eau qui coulait. Même si techniquement, sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe souvent. Et
mais par exemple, sur la question de l'eau, il y a vraiment tout à faire de ce point de vue-là. Il y a vraiment les rivières disparaissent, l'eau, c'est vraiment un élément majeur. Et donc, c'est en travaillant collectivement sur des enjeux comme ça, sur les territoires, et par exemple, dans les pays secs, à la fois dans le sud de la France il y a longtemps, mais on a un peu tout bazardé, et puis dans les pays, que ce soit en Afrique, dans les pays secs ou autres, ils savent, hein, dès qu'il pleut, il faut retenir l'eau, il faut la garder le plus longtemps possible pour pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on laisse toute l'eau couler, ça inonde partout, et puis après, on refabrique de l'eau propre, de l'eau dite potable, à grands frais pour alimenter, et ça c'est effectivement infernal. Donc vraiment, c'est collectivement d'avancer et d'emmener tout le monde. Et là, on a besoin de tout le monde, et tout le monde a sa place, quelle que soit sa compétence, hein, de l'ouvrier à l'ingénieur. Il y a vraiment tout le monde on a besoin de tout le monde. Le collectif, Solange. J'aurais tendance à dire retrouver le sens et sans être naïf. Pour développer, c'est vrai que les dernières études en psychologie ont notamment montré qu'en fait, c'est pas le bien-être, le Graal que tout le monde cherche, c'est le sens. Et qu'on est tout à fait capable d'accepter une perte de bien-être à partir du moment où on n'est pas dans des situations catastrophiques, si on a un gain de sens. Et pour créer du sens, il y a l'harmonie, on va dire les interdépendances avec les autres, la communauté, le sentiment de communauté, d'appartenance. Il y a l'harmonie avec la nature, la sensation d'en faire partie sans la détruire. Il y a le sens spirituel aussi, les transcendances immanentes ou plus élevées. Donc il y a tous ces moyens-là qui sont à mettre à profit et qui servent, je pense, beaucoup aussi pour ne pas sombrer dans le défaitisme éco-anxieux. Mais par ailleurs, faire ça en étant aussi réaliste sur la portée de ses actions. Donc oui, il faut faire des choses. Récemment, un célèbre cabinet de conseil parisien sur l'écologie avait fait un rapport sur faire sa part pour voir quelle était en gros la part des actions individuelles dans l'ensemble des objectifs, et pour être à peu près raisonnable, c'est 20%. Nous, on peut faire 20% du chemin. Le reste, c'est de l'organisation économique, c'est de la logistique, c'est des modèles agricoles, c'est tout ça. Donc oui, il faut faire les choses, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi des citoyens et que il faut voter aussi. Voilà, il y a une crise, vous avez dit, économique, écologique, sociale et spirituelle, je dirais aussi politique. Donc résister au désenchantement, ne pas jeter les institutions avec l'eau du bain de la déception qu'elles peuvent parfois générer. Si on est tout seul face au monde, on aura beau faire les choses le mieux qu'on peut, on n'aura fait que 20% du chemin. Alors il faut les faire, ces 20%, et on peut en retirer beaucoup, mais continuer à avoir un œil, et c'est ce que vous disiez précédemment, sur les règles, les institutions qui orientent quand même encore beaucoup nos choix individuels et collectifs. Et on finit le tour de table avec vous, Henri. Je souscris à ce que vous avez dit, peut-être en complément, sur le sujet des impôts, parce que c'est pour ça que vous m'avez invité. On peut éventuellement essayer de pousser à lever l'impôt de manière peut-être un peu différente. Y aurait-il des gens ultra riches qui seraient plus heureux de donner en disant ça va à tel endroit sur la transition, parce que je sais que c'est un sujet important et ça ne va pas dans ce que l'État gère mal. Après, dans les entreprises, on gère aussi plein de trucs mal, hein, mais donc peut-être être créatif sur ces aspects de lever l'impôt. On a parlé beaucoup de relations et de comment la communauté s'organise. Est-ce que sur ces sujets-là, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus en local et plus impliquer la population pour décider je suis d'accord pour ça ou je ne suis pas d'accord pour ça. En France, en Suisse, ils sont très bons pour les votations sur tout un tas de sujets. Il y en a tous les week-ends quasiment. Finalement, est-ce que si on nous demandait de voter davantage, est-ce qu'on ne se rendrait pas compte que, je sais pas, on disait 80% ou 60% des gens se disent qu'ils sont d'accord pour... Bon, entre je réponds à un sondage et je fais, on peut... il faut regarder, mais finalement, peut-être qu'on se rendrait compte qu'il y a des choses qui passeraient, alors qu'aujourd'hui, les politiques ne veulent pas y aller, quoi.
Donc peut-être intégrer davantage de citoyens, les conventions citoyennes, moi j'ai trouvé ça chouette, quoi. Bon, après c'est utilisé ou pas, hein, mais en tout cas il y a eu pas de dans très belles le cas précis. Ouais, il y a eu de très belles idées qui sont sorties. Merci beaucoup à tous les trois. On va se tourner vers vous maintenant, puisque vous avez la possibilité de poser des questions. La lumière va s'allumer. Il y a 2 micros qui sont à votre disposition. Je vous invite à lever la main. On vous passera le micro et à poser la question. Je vous invite juste, s'il vous plaît, on a là 30 minutes devant nous pour adresser vos questions. S'il vous plaît, peut-être de faire des questions courtes, comme ça on pourra en prendre le maximum. Je vous remercie par avance. On a une première question, on vous écoute. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Donc on a vu toute la partie « Sommes-nous égaux face à la transition écologique », notamment en France. Après, on a vu que du coup, le changement, c'est quelque chose d'assez global. Comment on fait pour embarquer tout le monde et pas juste avoir du coup, dans notre microcosme français, des idées, même si le local fonctionne très bien, hein, mais pour embarquer tout le monde et laisser personne derrière? Juste pour être sûr que j'ai bien compris, quand vous dites tout le monde, c'est au-delà de la France. Exactement. Ouais. Qui veut répondre? Je peux démarrer. Je le disais un tout petit peu, dans l'exemple de l'eau, mais alors Emmaüs, on a un mouvement international, donc on a fait un forum mondial des alternatives il y a quelques semaines à Poitiers, qu'on fait à peu près tous les 4 ans, donc des groupes Emmaüs qui viennent du monde entier pour expliquer, dialoguer justement sur les enjeux, en l'occurrence de justice. Là, le thème, c'était justice climatique et sociale. Pour embarquer tout le monde, je dirais, il y a à la fois les institutions qu'il faut travailler, qu'il faut encourager. Et juste, je vais prendre un exemple comme ça, mais qui montre que, en fait, si on utilise nos outils institutionnels, ils sont merveilleux. Il se trouve, je suis allé l'année dernière au Danemark et depuis des années, j'écris, j'entends parler, puis j'écris souvent la convention de Aarhus ou Aarhus, j'ai appris que ça se disait Aarhus en danois. Et c'est une convention que vous connaissez peut-être pas, mais qui a été signée il y a une vingtaine d'années par l'essentiel des pays européens, l'Union européenne d'abord, donc ça s'est impacté à tous les pays européens, plus quelques pays, je n'ai pas compris pourquoi, les pays d'Asie centrale. Et donc qui oblige la participation dès qu'on fait un centre de dépenses, etc., institutionnel, il y a la participation, on doit consulter, et sans ça, vous allez au tribunal, le projet tombe direct. Je veux dire, il n'y a pas eu de consultation au-dessus de, je ne sais pas, il y a des seuils, etc. Et voilà, et du coup, alors là-bas, à Aarhus, il n'y a aucune plaque, personne n'en parle, personne ne sait, j'en ai parlé à tout le monde, non, on ne sait pas. Ah bon, il y a un truc à traiter qui a été signé à un moment, c'est géré par le service des traités de l'ONU, comme tout ce genre de traités. Et en cherchant sur Internet, du coup, pour me remettre à jour un peu sur la convention d'Aarhus, je découvre que la Guinée-Bissau l'a signé, le premier pays hors Europe et Europe centrale, aucun pays d'Amérique n'a signé, c'est la Guinée-Bissau. Alors, je n'ai pas encore éclairci pourquoi ils ont signé, mais dans les textes que j'ai lus, c'est qu'ils se sont dit, ils ont cherché, ils ont dû avoir des problèmes environnementaux à gérer, et ils se sont dit, c'est la seule convention qui peut nous aider à avancer. Et donc, ils se sont mis à signer cette convention. Et tout ça pour dire que donc il y a vraiment de l'espoir. Voilà, on peut travailler, on peut inventer tous les jours. Il y a beaucoup de matériaux, beaucoup de choses qui existent. Et il faut l'utiliser vraiment à fond. Il faut utiliser tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé depuis des décennies, voire des siècles. Et ne jamais baisser les bras. Alors, l'extérieur de la France, c'est multiple, donc c'est différent d'embarquer les partenaires européens. A priori, l'Union européenne, enfin la France n'est pas la première non plus, mais en gros l'Europe avance quand même plutôt pas mal sur la question de la transition. Après, c'est différent d'embarquer des pays du Sahel ou d'embarquer la Chine ou la Russie ou l'Arabie Saoudite ou les États-Unis. Donc voilà, faudrait un tout petit peu spécifier là quelle est la cible, mais en tout cas pour tous, il y a un truc qui est implacable, c'est la question de l'adaptation, c'est la question des impacts futurs du changement climatique et de notre capacité à y faire face, qui qu'on soit. Parce que l'adaptation, c'est un peu le nouveau doudou. On se dit, il y aura des impacts, on va s'adapter.
l'adaptation, c'est dans un monde où les changements climatiques sont maîtrisés. Sinon, voilà, si le niveau de la mer augmente, eh bien, les côtes tombent dans la mer et on ne s'adapte pas, on va juste vivre ailleurs. C'est une forme d'adaptation, vous me direz, mais voilà. S'il fait 50 degrés et qu'en plus le taux d'humidité est important, enfin ça arrive même à 35 degrés, c'est les phénomènes de chaleur fatale. Donc vous avez une très forte chaleur et une très forte humidité. Au bout de quelques heures, vous mourrez. Donc là, pareil, on ne s'adapte plus. Donc d'insister à chaque fois sur les questions d'impact futur, de capacité à s'adapter ou non. Et ça permet aussi, alors ce qui est bien l'adaptation, c'est que quand on parle d'atténuation du changement climatique, je dis oui, mais si les autres ne font pas, etc. Alors l'adaptation, en l'occurrence, est toujours très territorialisée. Et ça permet à un moment de se dire, mais est-ce qu'on a envie aussi de débourser tout ça? Est-ce qu'on a envie de risquer tout ça et de perdre tout ça? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas quand même qu'on fasse notre part aussi en termes d'atténuation? Donc vraiment, aller regarder l'adaptation pour embarquer tout le monde. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des termes, notamment nous, la France, on a été, grâce à quelqu'un qui s'appelle Yamina Saheb, qui est auteur d'un des rapports du GIEC, a poussé la question de la sobriété. Alors en France, sobriété, c'est plutôt bien connoté. Globalement, on a un baromètre qui regarde ça à l'ADEME, parce que sobriété, c'est aussi, c'est ce qui est de bon goût, c'est ce qui est modeste, c'est ce qui est... Alors l'ivresse, c'est pas mal aussi, mais enfin bon, la sobriété, c'est pas mal. Le problème, c'est que en anglais, on dit sufficiency, et c'est pas du tout connoté pareil, c'est connoté très paternaliste, genre ça suffit, c'est suffisant. Par ailleurs, ce terme, pour les pays qui sont en voie de développement, il est juste inaudible. Donc effectivement, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des efforts qui soient progressifs tout le long du spectre social, de tout en bas à tout en haut, et du spectre, voilà, en raison des niveaux de richesse des différents pays, de leur responsabilité historique aussi, un minimum, et de leur capacité à faire face. Donc quand on peut payer la solution la plus chère, on le fait, mais on ne s'oppose pas non plus au fait que la solution la plus chère devienne in fine la solution la moins chère. Donc voilà, il y a aussi quelques vents contraires pour continuer à ne pas internaliser toutes ces externalités négatives. Voilà. Je dirais que toutes les conventions, les COP et ce genre de choses, après, chacun on fait notre job à notre niveau. Hein. Et donc il y a des niveaux qui s'occupent de la problématique mondiale, parce que c'est une problématique mondiale. Donc il faut y croire, il faut y mettre de l'énergie. Ça peut être un peu déprimant quand on voit les résultats, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis après, sur la logique de la justice, je crois que nous, pays développés, pour aller embarquer ceux qui sont effectivement plus des pays développés, souvent on nous dit ouais, mais tu peux pas empêcher les Indiens d'aspirer à notre mode de vie. Bon, moi je réponds que notre mode de vie, il est destructeur, donc il faut surtout leur dire n'y allez pas. Hein, et c'est pas parce qu'on n'est pas gentil avec eux, c'est justement parce qu'on tient à la santé de tout le monde. Et nous avons une responsabilité, nous, pays développés, qui avons mis en place ce système et cette situation, de contribuer à leur apporter un certain, et alors là, bien-être, hein, pas une croissance de PIB, mais un certain bien-être, une croissance d'éducation, une croissance de santé, pour qu'ils atteignent effectivement un certain bien-être. Et je crois que nous devons contribuer, parce que la situation, je crois que c'est un peu notre faute. Avec peut-être juste la limite de... Vous parliez de l'Inde, si on parle aujourd'hui de la... C'était le premier. Non, bien sûr, non, mais nous, on a eu une période faste, j'ai envie de dire. On en a largement profité. On en voit aujourd'hui les conséquences. Je pense que c'est légitime de les entendre aujourd'hui dire que eux aussi, aujourd'hui, au regard du développement du pays, ont envie d'en profiter et que c'est compliqué d'avoir un discours quelque part moralisateur auprès... Alors, ce que je disais, c'est que en profiter, c'est une manière de le dire. Mais en fait, vont-ils vraiment profiter de la chose? S'ils vont sur notre voie, on va tous au trou. Donc, question de posture, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et la posture, elle s'accompagne de on va vous soutenir financièrement pour accéder à une vraie croissance. Pas une croissance de PIB, une croissance de bien-être. Et là, ça veut dire sortir de sa poche, quoi.
Et ça veut dire aussi partager les technologies propres. C'est-à-dire que l'Inde, s'ils ne veulent pas trop, c'est aussi parce qu'ils ont des réserves de charbon. Donc comment on embarque tout le monde? Il y a les plus pauvres, mais il y a surtout ceux qui bénéficient à l'heure actuelle parce que ce sont des pays producteurs de fossiles, charbon, gaz et pétrole. Donc voilà comment on les embarque, ces gens-là aussi. Alors je pense que l'adaptation et la question des impacts qui touchent tout le monde, c'est une première manière de leur faire comprendre qu'ils ont eux aussi à terme un intérêt. Mais le problème, c'est pas d'avoir un intérêt, c'est est-ce que je perds plus ou moins que mon voisin? Toujours pareil. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Pierre Desproges qui disait il ne suffit pas d'être heureux, il faut aussi que les autres soient malheureux. Donc voilà, c'est fort d'une très grande sagesse, parce que dans les mécanismes et géostratégiques et sociaux, il y a aussi ça. Donc il y a des pays qui vont perdre plus que d'autres. Il y a des pays qui vont éventuellement potentiellement un petit peu gagner, donc ceux qui sont tout au nord de l'Arctique, temporairement, parce qu'au final, si ça devient inhabitable pour tout le monde, si on a des nouveaux virus qui sortent du permafrost ou je ne sais quoi, ils seront eux aussi impactés. Donc voilà, comment on organise aussi cette solidarité vis-à-vis des pays qui sont producteurs des énergies fossiles. Dans Kyoto, l'accord de Kyoto, il y avait aussi des mécanismes de transfert de technologies propres. Ben voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut aller regarder, c'est comment on s'assoit à un moment sur des retours sur investissement parce qu'on a inventé des choses, qu'on les mette à disposition. Voilà, comment on met des brevets à disposition libre, comment on pousse aussi les low-tech qui permettent de satisfaire les mêmes besoins avec des impacts environnementaux moindres. Il faut savoir que, par exemple, l'agroécologie, c'est pas l'agriculture agroécologique, c'est pas une agriculture nécessairement de papy-mamie, c'est extrêmement intensif en savoir. C'est pas intensif en engrais et en outils mécaniques, c'est intensif en savoir génomique. Comment on fait pour que les plantes s'entendent bien ensemble, se fertilisent les unes les autres, comment on arrive dans un écosystème à mettre à profit les services écologiques des insectes pour aller lutter contre des maladies, etc. Donc c'est un autre développement qui demande beaucoup de savoir aussi, et c'est ça qu'il faut, je pense, pousser un maximum. Donc malgré toute l'admiration et voilà, la sympathie que je peux avoir pour Greta Thunberg, je pense que le fait de ne plus aller à l'école dans un monde de transition est un peu, comment dire, contre-productif aussi. Voilà, c'est un peu jusqu'au bout. Je pense qu'on apprend à l'école, mais bon. Oui, après, il y a quand même, après les savoirs, on les met à disposition de. Je pense qu'on peut remercier Greta Thunberg pour tout à fait. Mais il faut quand même continuer d'aller à l'école. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeunes lycéens là, parce qu'on va avoir besoin à terme de gens intelligents, bien câblés et qui savent faire voilà, aussi des choses. Effectivement, venez à la maison, on vous parlera de potager syntropique, qui est effectivement super pointu dans la compréhension dont la nature fonctionne et qu'on accompagne, et ça produit de manière assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse. Bonjour, je voulais savoir si, à votre connaissance, vous avez, il existe en fait des formations grand public de type fresque, entre guillemets, qui font bien comprendre l'enjeu entre la situation environnementale et la transition nécessaire et les inégalités qui se renforcent. Voilà, tout est lié. Et donc, est-ce que vous avez connaissance de formations comme ça, grand public, qui sensibiliseraient massivement? Ça peut m'intéresser. Éviter la pensée silo, parce qu'on a souvent un biais, c'est on s'attaque aux sujets environnementaux, climat par exemple, et alors on oublie la biodiversité, alors que la biodiversité c'est le socle. Et puis d'un autre côté, on s'adresse sur les problématiques sociales, donc l'inclusion, tout ça c'est très bien, mais les deux sont liés. Mon sentiment, Nathalie,
c'est que pour répondre à votre question, je n'ai pas connaissance d'une fresque qui mettrait le focus sur ce que vous explicitez. Et mon sentiment, c'est que les fresques que j'ai pu faire, elles viennent souvent aborder dans leur domaine, de l'agriculture ou de l'informatique, enfin bref, les notions d'inégalité générées par le système dans lequel on s'est mis. La fresque du climat, elle vous parle de migration, de pauvres. Dans le numérique, on vous parle de gens qui fabriquent les équipements ou de poubelles dans le monde pour on va mettre tout ça. Bon, voilà, mais effectivement quelque chose qui soit vraiment... Mais plus près de nous, en fait, parce que les exemples, ils sont marquants, ils sont très justes. mais en fait, ce sujet-là, il est chez nous aussi, en Europe. Ouais. Sur le site de Météo France, il y a quand même des choses sur les impacts par région, par type de risque, qui sont très vulgarisées. Il y a une plateforme pour experts, gestionnaires de territoire et une plateforme grand public. Donc il y a pas mal de choses sur les impacts là-dessus. Après, l'ADEME a aussi un certain nombre de produits grand public. Et pour les jeunes, il y a le site M-Tater, donc qui est M-Tater, qui est aussi plein de ressources. Et les ressources pour les jeunes, si c'est des ressources lycéens ou collégiens, ça peut faire grand public, voilà. Et puis sinon, c'est le rapport du GIEC. Donc là, il y a aussi, il faut regarder sur Internet. Et IPBES aussi. IPBES, parce oui, qu'on tout parle à fait. Souvent du rapport du GIEC. Très bien. Mais ils ont fait un petit rapport ensemble, le GIEC et l'IPBES, il n'y a pas longtemps. Et le GIEC est très, très sensibilisé quand même à ces questions de biodiversité maintenant, et parfois, effectivement, de solutions, d'antagonisme entre lutte contre le climat et biodiversité. Donc, il y a quelques exemples, je ne sais pas si vous voulez que je développe ou pas. Sur l'agriculture très intensive peut permettre de baisser les émissions, contrairement à une agriculture extensive biologique. Voilà, c'est moins énergétivore, on optimise mieux, mais pour la biodiversité, c'est beaucoup moins bien. Donc là, on a un antagonisme, mais on peut aussi montrer que l'agriculture extensive, pour peu qu'on mange quand même moins de viande, elle permet aussi de stocker plus de carbone dans les prairies, etc. Donc voilà, tout ceci, il y a des sentiers qui permettent de concilier les différentes solutions. Mais le GIEC maintenant, en tout cas, peut-être pas avant, je ne sais plus quand c'était leur rapport commun, c'était dans les années 2000, après 2020, ils sont bien au courant de ces enjeux-là. Et les solutions fondées sur la nature qui permettent l'atténuation, ça demande donc aussi beaucoup de biodiversité. Peut-être pour compléter, je dirais, moi je pense que, alors je ne sais pas, il y a sûrement des choses à créer là-dessus, mais en tant qu'associatif, il faut mettre en œuvre. Et le propre de l'associatif, c'est en général, et en particulier effectivement à Emmaüs, mais c'est de casser les silos et de le casser vraiment au quotidien et vraiment dans la réalité. Et on a vraiment cette difficulté particulière de travailler sur la question, par exemple, de l'exclusion dans le milieu de l'entreprise aussi, et travailler l'écologie dans le secteur associatif aussi, etc. Par exemple, aujourd'hui, Emmaüs, on travaillait récemment avec un think tank qui dit j'ai fait le tour, mais vraiment le tour de toutes les structures, etc. J'ai trouvé que Emmaüs, donc il a atterri chez nous, en disant qu'il travaille et sur la question de l'exclusion, la lutte contre la grande pauvreté, et sur la question de l'écologie. Normalement, tout le monde devrait être d'un côté et de l'autre. Et pour prendre un autre exemple, parce que je pense que la question, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, la question du genre et la question de sortir aussi du système patriarcal est vraiment essentielle. Et aujourd'hui, là, on va voir dans quelques jours, le 25 novembre, la manifestation, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, il y a un appel qui s'appelle Nous Toutes, que certains connaissent peut-être d'entre vous,
Emmaüs France est depuis 3 ans le seul mouvement de lutte contre la pauvreté à être signataire de cet appel. Alors que la question de la pauvreté, on pourrait dire déjà les femmes c'est la moitié de l'humanité, mais en plus on sait très bien que la pauvreté, l'exclusion, les violences concernent évidemment fortement et principalement les femmes, en tout cas très fortement, et j'en parle moi avec les autres mouvements de lutte contre la pauvreté, on en parle ensemble, on dit ah ouais mais bon nous on s'occupe de la lutte contre la pauvreté, on ne peut pas s'intéresser à tous les sujets, etc. Donc je veux dire, quelles sont les barrières partout et à tous les endroits, quoi. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Je voulais vous remercier tous les trois pour votre présence aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation du Festival Atmosphère. Je finis juste par mon message de fin que j'ai l'habitude de vous faire. Donc si vous l'avez déjà entendu, désolé, mais j'insiste. Vous avez un QR code à l'écran qui vous permettra d'accéder à une page qui vous permettra de faire un don au festival. J'insiste sur le fait que c'est la 14e édition du festival. Ça fait 14 ans qu'il est gratuit. Ça fait 14 ans qu'on vous propose une programmation extrêmement qualitative et je pense que vous avez pu en attester pour cette nouvelle édition. Ça fait 14 ans que derrière tout ce que vous vivez, il y a des femmes et des hommes incroyables, engagés, qui ont envie de porter ces sujets auprès du plus grand nombre. Ce type d'événements, vous le savez sans doute, sont extrêmement fragilisés dans l'époque qu'on vit. Donc, si vous pouvez, à votre échelle, y contribuer pour permettre à cet événement de se maintenir et de continuer à vous offrir tout ce que vous vivez, je vous en remercie par avance et je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Et pour compléter, il me semble qu'en faisant un don, vous avez un reçu fiscal pour réduire vos impôts.